Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo spéciale interview de réalisateur. Je suis avec Baptiste Drapeau qui vient de réaliser son tout premier long métrage, un film qui s'appelle Messe Basse avec Alice Isaz et Jacqueline Bisset, un film qui sort le 4 août au cinéma, un thriller psychologique à la frontière du surnaturel, une sorte de ménage à trois pervers. Voilà, un film qui sent bon, j'ai envie de dire, les thrillers des années 60 et 70 de Roman Polanski comme Répulsion ou Le Locataire. Donc Baptiste, merci beaucoup de me recevoir pour cette interview. Est-ce que déjà tu peux commencer par nous pitcher un petit peu ton film, nous dire un peu de quoi ça parle? Alors déjà bonjour tout le monde. Donc le film, ça raconte l'histoire d'une jeune femme qui s'appelle Julie, qui commence des études d'aide-soignante dans une grande ville. Elle vient de la campagne. Comme elle n'a pas d'argent, elle emménage chez une vieille femme qui vit dans une grande maison bourgeoise. Et cette vieille femme lui prête une chambre en échange de services d'aide à la personne. Donc Julie doit s'occuper d'elle et en échange elle a la chambre gratuitement. Sauf que cette vieille femme, elle a perdu son mari à 20 ans. Et elle a jamais fait le deuil et elle continue de vivre comme s'il était là. Donc elle lui parle alors qu'il n'est pas là, elle met ses vêtements sur des chaises, elle l'incarne. Et elle demande à Julie un peu implicitement de faire pareil. Julie, elle joue le jeu, puis plus elle joue le jeu, plus elle commence à croire à cette présence, à cette espèce de fantôme, et elle commence à en tomber amoureuse. Et donc du coup le film vire au ménage à trois, ou manège à trois, je sais pas comment on dit, entre un fantôme, une vieille femme et une jeune femme. Très bien. Eh bien écoute, avant d'aller un petit peu plus loin sur le film, Messe Basse, je voudrais d'abord revenir sur ton parcours et que tu nous expliques un peu comment tu en es arrivé à réaliser ce premier long métrage. Voilà, est-ce que tu as fait une école de cinéma avant voilà, quel est ton parcours? Alors moi j'ai commencé dès le lycée à faire des petites vidéos un peu tout seul dans mon coin en animation, avec de la pâte à modeler, des bouts de ficelle. Je faisais mes films tout seul que je mettais sur YouTube. Un peu naturellement, du coup, je me suis retrouvé dans une école d'animation juste après le lycée, où j'ai fait 2 ans là-bas, l'école Estienne. Et après ces 2 ans-là, je me suis rendu compte que j'adorais raconter les histoires, mettre en scène, mais que l'animation c'était vraiment laborieux techniquement et lent, et que du coup ça m'épuisait un petit peu. Et donc j'ai essayé de tenter les concours d'école live. J'ai eu la chance d'être pris à la FEMIS, donc j'ai fait 4 ans à la FEMIS en réalisation. Et en fait, j'ai encore eu vachement de chance parce qu'en sortant de l'école, à peine 9 mois après, il y a un producteur qui est venu me voir, qui avait vu mon film de fin d'études sur Canal, qui était passé sur Canal+. Et ce producteur m'a dit, c'était au mois de juin, je crois, 2019, si je dis pas de bêtises, m'a dit voilà, j'ai un scénario, si ça te plaît, tu le tournes, on commence en novembre. Donc tu le lis et tu me dis. Donc je suis rentré chez moi avec le scénario, je l'ai lu, je lui ai dit si je peux le remanier un petit peu, je suis ok. Il m'a dit ok, et du coup c'est parti. Juste donc en voyant un court métrage, le producteur a flashé sur toi. C'était un court métrage qui a été donc diffusé sur Canal+. Comment il s'appelle ce court métrage? Le court-métrage s'appelle La Mangeuse d'Hommes. C'est une Ouais. comédie policière qui se passe dans les années 70-80. Un peu ambiance Fargo, mais vraiment dans la campagne française. Et en fait, il a été acheté effectivement par Canal+, qui l'avait vu à la projo des films de fin d'études de la FEMIS. D'accord. Et le D'accord. producteur l'a C'est vu l'école dans... qui invite Canal+, en gros, à ses projections pour repérer éventuellement Ouais. des futurs talents, ce genre de Ouais, il y a choses. en gros, tous les ans, ils font la projection de tous les films de fin d'études à la Cinémathèque. Il y en a une poignée qui est sélectionnée par la Cinémathèque pour être projetée à la grande séance de 20 h le vendredi, ou je sais plus, enfin la séance un peu événement de la FEMIS, quoi. Donc j'ai eu la chance d'être dedans. Et à cette projo-là, il y a, qui est dans la grande salle, donc il y a 500 personnes, et il y a plein de monde du milieu du cinéma, dont l'équipe court-métrage de Canal+, à l'époque. D'accord. Et donc le producteur dont tu me parles, qui t'a proposé ce projet, lui, il vient de Canal+ aussi ou rien à voir? Non, pas du tout. Lui, il vient de... Donc c'est le Thierry Lounas, qui est le Ouais, producteur de Capricci, qui fait les d'accord. éditions Capricci, qui gère aussi SoFilm, le magazine. Et en fait, Thierry Lounas, c'est lui qui a mis en place les résidences d'écriture de films de genre SoFilm. Donc un truc dans le milieu que beaucoup de gens connaissent parce que ça permet d'écrire des films de genre. Et c'est dans le cadre de ces résidences-là que ce scénario de Messe Basse a été écrit.
et que Canal+ est en partenariat en fait avec ces résidences. Ah oui, voilà, parce que Donc, j'avais entendu parler de ça, que Canal+ avait comme ça toute une collection de scénarios de films de genre et qui voulait développer. Et par exemple, un film comme La Nuée, je crois, ça vient du Ouais. même endroit, c'est ça? Ouais, c'est le même producteur. Ah, c'est le même producteur, Ouais. d'accord, ok. Il a été fait la même année que Mesbas. Donc c'est vraiment, c'était le film qui était tourné l'été 2019 et moi j'étais tourné à l'hiver 2019. D'accord, d'accord. Alors, donc, on te propose ce scénario, tu dis au producteur que tu veux un petit peu le réécrire. Donc, qu'est-ce qui t'a plu dans ce projet? Pourquoi tu as voulu le réaliser et même le réécrire? Bah, alors déjà pour rendre les honneurs au scénariste d'origine, c'est Olivier Briand qui donc a écrit le film. Je crois il a pris 2 ans pour l'écrire, qui est une histoire assez personnelle où c'est lui qui a vraiment construit les personnages, l'intrigue, tout le cœur du film. Et en fait, quand je l'ai reçu, le scénario était un petit peu long et il y avait plusieurs axes, disons, possibles à traiter. Et il y en avait certains où je me sentais plus à l'aise et qui me ressemblaient plus que d'autres. Donc j'avais quand même besoin de me le réapproprier. Donc j'ai pris le scénario et je l'ai réécrit avec mon co-scénariste qui s'appelle Mauricio Carrasco, avec qui j'écris la plupart de mes projets. Et ensemble, on a en gros réduit la longueur du film et on l'a concentré sur les axes qui me touchaient le plus. Donc C'est quoi alors? Il y a des thématiques particulières? C'était quoi ces fameux axes alors? bah, en gros, c'était surtout, bon, pour revenir un peu sur ce qu'était le projet et ce qui me plaisait, c'est qu'en fait, j'avais entre les mains un thriller psychologique, qui est un genre que j'adore voir et je rêvais de faire, mais que je me sens incapable d'écrire. Vraiment, je sais pas comment on écrit ça. Donc, du coup, là, j'avais ça entre les mains, donc c'était vraiment c'était de l'or, quoi. Genre, j'étais trop content. Mais par contre, le scénario, il pouvait avoir des penchants un peu plus excentriques, un peu plus sexuels, des axes dans lesquels j'étais moins à l'aise. Ouais. Et moi, ce qui me touchait le plus dans le film, c'était son aspect onirique, romantique. Donc du coup, j'ai un peu enlevé toutes les parties un peu plus, disons, un peu plus trash, et j'ai consolidé toutes les parties un peu plus fleur bleue, quoi, pour faire ça. D'accord. Est-ce que ça a été difficile du coup à financer un film de genre comme celui-là en France? Voilà, vous avez eu combien de budget pour faire ce film? Bah, c'est un film qui a été produit de manière très particulière et je pense assez unique et originale. C'est qu'en fait, on n'a pas vraiment, enfin moi en tout cas, j'ai pas vraiment cherché de financement. C'est que le producteur, quand il m'a donné le scénario, avait déjà en gros l'argent et en gros, fallait faire rentrer le film dans ce budget-là. Ouais. Donc c'est un tout petit budget, c'est environ 400 000 euros, quoi, tout cumulé. Mais donc on n'a pas eu d'aide du CNC, on n'a pas eu d'aide de région particulière. C'est vraiment l'argent du producteur qui est venu, qui était déjà là en fait, et on est parti, on a tourné le film, quoi. D'accord. Alors, pour faire ce film, est-ce que tu peux nous dire quelles étaient tes influences cinématographiques qui t'ont voilà, inspiré? Ouais, il y en a vraiment beaucoup. Moi, je suis assez cinéphile, donc je vais piocher un peu partout. Des fois, un film, il va m'inspirer juste pour un plan, une atmosphère et un bout de musique. Donc, il y en a vraiment des tonnes, quoi. Mais c'est vrai quand même, malgré tout, que si je dois en garder, allez, 3, il y a évidemment, tu le citais au début, la trilogie des appartements de Polanski, Ouais. donc Répulsion, Rosemary's Baby et Le Locataire, où ça vraiment dans ce qu'est le découpage, le style et tout, je m'en suis beaucoup inspiré. Il y a de manière un peu moins directe, mais qui était vraiment une référence importante, c'est Eternal Sunshine de Gondry, parce qu'en gros le film c'est un film de fantôme, mais moi j'aime bien le considérer plus comme un film de fantasme, et donc toutes les apparitions, tous ces moments-là, j'essaie de les travailler plus comme des rêves, et du coup Eternal Sunshine c'était une bonne référence pour voir un peu comment construire ça, et une référence encore plus contemporaine, c'est Darren Aronofsky. J'ai beaucoup revu Black Swan pour préparer le film, Mother qui est une grande référence aussi, donc dans un cinéma un peu plus contemporain, quoi, et une manière de filmer un petit peu plus fraîche. Ouais. Oui, non, mais c'est vrai qu'il y a tout ça, quoi. Il y a tout cet aspect même, enfin voilà, sur la psychose, l'enfermement mental, etc., la folie. Tous ces thèmes-là qui sont très intéressants. Et alors, je voudrais aussi revenir
le casting, donc au-delà d'Alice Isaz, qui est très convaincante dans le film, tu as aussi une actrice, une vétérane du cinéma, avec Jacqueline Bisset, qui apporte énormément au film de par son regard très perçant, intense, flippant, mais vraiment. Et je voulais savoir, en gros, comment tu as réussi à avoir une actrice comme Jacqueline Bisset pour ton premier long métrage. Est-ce que ça a été difficile de la convaincre? Comment tu t'y es pris? Bah, finalement, avec le recul, j'ai l'impression que ça n'a pas été si difficile. Mais moi, j'adorais Jacqueline Bisset, que j'avais vu dans plein de films, Le Magnifique, dans les films avec Steve McQueen. Enfin, bon, bref, c'est vraiment une. Et d'ailleurs, elle a fait aussi Cul-de-sac de Mais Polanski. oui, c'est ce que j'allais dire. C'est limite la boucle est bouclée, Ouais. puisque effectivement, elle apparaissait dans Cul-de-sac. Enfin, moi, ton film m'a vraiment fait penser à ses premiers films de Polanski, quoi. À ces thrillers psychologiques. Donc oui, c'était presque logique de la revoir dans ton film. Mais donc du coup, moi j'avais envie de lui demander. Le producteur, il a contacté l'agent. J'ai dû passer un petit entretien avec l'agent d'une bonne heure pour me sonder. Une fois que ça s'est passé, on a envoyé le scénario à Bisset, qui a lu et qui avait beaucoup aimé. Je pense aussi parce que c'est pas tous les jours qu'on a des rôles principaux à cet âge-là, avec autant de choses à jouer. Donc elle était intriguée. J'ai dû repasser un autre entretien téléphonique parce que Jacqueline, elle habite à Los Angeles, donc au téléphone avec elle. Où d'ailleurs là, j'ai bien transpiré parce qu'elle m'a posé plein de questions que j'avais pas du tout préparées. Du genre, mais mon personnage d'Elisabeth, qu'est-ce qu'elle mange au petit déjeuner? Et ce petit déjeuner, c'est elle qui se le prépare ou c'est Julie? Donc quand je réponds, c'est Julie. Elle me dit, mais quand Julie n'est pas là, je me fais quand même mon petit déjeuner. Enfin, ce genre de questions très très précises. Il y en a eu plein. Et à la fin du rendez-vous, quelques jours après, c'était OK. Alors, ton film, il orgne un peu du côté du surnaturel. En tout cas, il y a une forme d'ambiguïté là-dessus, avec laquelle tu joues, avec le spectateur. Mais ça reste toujours très réaliste dans la mise en scène. Il n'y a pas forcément, on va dire, d'effets ostentatoires, de surnaturel, de fantastique. Et c'est bien parce que ça permet justement d'entretenir l'ambiguïté. Est-ce qu'on est dans la réalité? Est-ce qu'on est dans du fantasme? Mais ma question, c'était, est-ce que cette approche-là, c'était une volonté de ta part de rester dans une économie de moyens, ou c'est juste que tu as dû adapter, on va dire, ta mise en scène en fonction du budget? Est-ce que tu as dû composer avec le budget dont tu disposais, quoi? Quand on fait un film, moi j'aime bien avoir le sentiment de pouvoir tout maîtriser. Et du coup, ce paramètre-là de l'argent, j'aime bien le considérer presque dès l'écriture. Donc comme je savais l'argent qu'on avait, quand j'ai réécrit le film, en fait, je l'ai réécrit en essayant de le rendre réaliste et réalisable avec le budget qu'on avait, tout en essayant d'aller au maximum de ce qu'on pouvait faire en termes d'effets et de spectacle par rapport au budget, quoi. Donc, disons que on pourrait penser que c'est subi, mais c'est tellement en amont que pendant le tournage, c'est plus subi, ça devient l'ADN du film. Ouais. J'ai à aucun moment pendant le tournage vraiment ressenti que je pouvais pas faire un truc que je voulais faire pour des raisons financières, parce que ce que je voulais faire n'était que des choses qui étaient réalisables, faisables en quoi. fonction du budget. Et du coup, quand alors effectivement, sur des effets oniriques ou des choses comme ça, des effets spéciaux, on aurait pu aller beaucoup plus loin, mais si on avait eu plus de moyens, et du coup réécrire le film en conséquence. Mais j'ai pas de regret à ce niveau-là. C'est-à-dire, quand je vois le film, je me dis pas oh là là, quelle cata. J'ai compromis ma vision. Oui, je pense qu'il y a une séquence de soirée, par exemple. Si on avait plus de sous, ça aurait été une salle plus grande avec plus de monde. Mais en soi, là, dans le film, je trouve pas qu'on manque de figurants à l'image ou j'ai pas ce sentiment-là. Par contre, effectivement, si j'avais eu plus d'argent, on aurait fait un truc encore plus spectaculaire. Oui, mais ça fonctionne. La scène avec les bananes, c'est ça? Ouais. Oui, non, mais ça fonctionne. C'est suffisant. Je trouve qu'il y avait suffisamment de monde pour qu'on comprenne justement le malaise du personnage d'Alice Isaz. Et alors, le film, on va dire, se déroule à quasiment 80% dans une maison. Dans des salons, dans des chambres, dans des pièces. Pourtant, on ne s'ennuie pas une seconde.
en gros, je voudrais savoir comment tu fais pour, en tant que réalisateur, pour vitaliser ta mise en scène quand tu as ce genre de contraintes, on va dire, dans le scénario, voilà, quand 80% de ton film se passe quasiment à huis clos dans une seule maison. Bah, alors déjà ça c'est pour le coup vraiment à mettre au crédit des scénaristes. Je pense que quand l'histoire elle est bien écrite et qu'il se passe des choses, on s'ennuie pas. Et après moi, la mise en scène, en fait ce que je cherchais à faire c'était de pas me répéter. Donc quand chaque scène d'essayer de comprendre quel était son enjeu et son intensité, qu'est-ce qu'il y avait à raconter, et que la mise en scène soit au service de ça. Donc à partir du moment où c'est bien écrit et qu'aucune scène raconte vraiment la même chose, la mise en scène elle évolue à chaque fois un petit peu. Ouais. Oui, c'est ça, parce qu'au bout d'un moment, on peut avoir fait le tour de ce qu'on peut faire en termes de cadrage, en termes de mise en scène, quand ça fait 5 ou 6 fois qu'on est encore dans ce même décor, dans cette même pièce, avec les mêmes personnages. Et là, c'est vrai que je trouve que tu arrives toujours à apporter quelque chose de neuf, quoi, quelque chose, un angle différent. C'est inventif. C'est inventif dans la diversité, quoi, je trouve, de ta mise en scène par rapport au décor que tu avais et par rapport aux contraintes à la contrainte du huis clos, quoi. Ouais. Bah, t'as pas mal de pièces. Les pièces, elles vont évoluer en fonction du moment de la journée et de l'éclairage. Donc c'est bête, mais le salon, par exemple, de nuit et le salon de jour, on a tellement travaillé pour que l'ambiance soit différente que tu as l'impression de ne pas être vraiment dans le même espace. Et puis c'est aussi beaucoup les comédiennes que tu filmes, donc quand tu fais des gros plans, si elles évoluent dans l'intensité du personnage et le trajet émotionnel, en fait, t'as pas l'impression de revoir la même chose, aussi parce que physiquement elles peuvent évoluer, leurs vêtements, etc. Et donc j'ai essayé de faire en sorte vraiment que t'aies jamais 2 fois la même image, quoi. Ouais, ça se ressent, ouais, ça se ressent. Et d'ailleurs, vous avez tourné dans une vraie maison ou c'est un mélange de vraie maison, de décors fabriqués vous avez tourné que ça, Pas le budget pour pas le budget pour un décor. pas un décor fabriqué. Donc c'était vraiment chez Jacqueline Bisset, c'est là où elle habite. C'est exactement, on est tous allés chez elle. Non, moi j'aurais adoré. D'ailleurs, je parlais de Mother tout à l'heure, qui est pour moi un des derniers films assez dingues qui est sorti là des quelques dernières années et qui en termes de thriller et huis clos est super inventif et très très balèze, où là du coup c'est une maison complètement construite, ils ont 3 versions, enfin bon bref, nous on pouvait pas du tout faire ça. Du coup non, on a vraiment trouvé une maison qui avait l'atmosphère, l'ADN et la physionomie qui me plaisait. Et donc on a eu beaucoup de chance aussi pour trouver cette maison là, et en fait on a tourné voilà l'espace qu'on avait, quoi. Donc il y a rien qui est, en fait il y a rien qui est réellement triché, il y a même pas vraiment de tricherie géographique, c'est-à-dire qu'on n'a pas vraiment fait croire qu'une pièce était ailleurs qu'une autre, quoi. Ouais. Et en gros, ça a duré combien de temps le tournage ? On a fait 3 semaines dans la maison et 2 semaines en extérieur pour tout ce qui est toutes les séquences qui sont en dehors. Ouais, d'accord. Alors, dans le film, moi, il y a quelque chose que j'ai beaucoup aimé, c'est la musique. En fait, surtout le fait d'utiliser beaucoup de musique. Une musique un peu classique. Et ce genre de musique, justement, qu'on retrouvait dans les thrillers des années 60-70, dont on parlait, là, des films de Polanski, mais même d'autres. C'est dommage parce que je trouve enfin, en tout cas dans le cinéma français, on n'utilise plus autant de musique que ça dans les films, comme si on avait quelque part peur de trop surligner les émotions, les intentions, alors que quand c'est bien exploité, ça apporte une véritable atmosphère au film. Et je trouve que ça ne fait que renforcer encore plus oui, l'ambiance, etc. Ça, c'était vraiment une volonté de ta part d'utiliser beaucoup de musique. Enfin. Bah, moi, là, je travaille avec la même compositrice depuis plusieurs films, là, qui s'appelle Agnès Ollier, avec qui on a la même sensibilité dans ce type de BO. Moi, j'adore la musique au cinéma. Je trouve que c'est un truc ça fait partie en fait intégrante du cinéma, et de faire un film, ça apporte une dimension et une intensité supplémentaire au film.
je comprends pas non plus pourquoi on n'utilise pas plus cette carte-là, en fait, qui fait partie de ce qui crée les plus belles émotions de ciné. Là, en plus, effectivement, on était sur des références un peu plus Hitchcockiennes, Bernard Herrmann et tout ça, Psychose et compagnie. Et du coup, j'ai vraiment dit à Agnès, bon, bah, on fonce et on se fait un vrai score de gros films thrillers à l'ancienne, quoi, avec une énergie contemporaine, des instruments un peu plus frais et tout ça pour se l'approprier. Mais il y avait vraiment cette envie-là, oui. Est-ce que tu peux nous dire quelle a été la scène la plus compliquée à tourner? Bon, peut-être il n'y en a pas eu, hein. Si, il y en a eu beaucoup. La plus compliquée, en fait, c'était un tournage très compliqué, où on faisait des heures sup quasiment tous les jours, où tout était laborieux pour les raisons de budget, en fait, principalement. Ça rend les tournages un peu sport. Là, comme ça, ce sera peut-être pas la pire, c'est la première qui me revient, parce qu'en plus, ça fait un moment, en fait, finalement, que le film a été tourné. C'est qu'on a eu toutes les séquences, finalement, il en reste assez peu dans le film, parce qu'on en a quand même coupé pas mal au montage, mais les séquences dans le cimetière, où en fait, on a tourné à Bordeaux en hiver, et il ne faisait que pleuvoir, s'arrêter de pleuvoir, pleuvoir, s'arrêter de pleuvoir. Et du coup, il y a des séquences où je les ai vraiment tournées en doublon. J'avais la version pluie, la version sans pluie, parce qu'en fait, comme ça ne faisait que pleuvoir, s'arrêter, je pouvais pas, et il y avait des gros rayons de soleil, quoi. Ouais, il n'y avait Donc, pas de continuité dans la lumière. Ouais, donc du coup, bah, on s'est couvert et puis on a doublé, quoi. Donc ça, t'es trempé au bout d'une heure, t'as de la gadoue partout, t'es dans un cimetière, c'est quand même pas la meilleure des ambiances, et t'es obligé de tout faire en doublon parce que sinon le film il tient pas, c'est un peu stressant, quoi. Ah ouais. Alors ton film, il parle de la folie, et notamment des causes de la folie, que ce soit le deuil, la frustration amoureuse, la culpabilité. Qu'est-ce qui t'intéressait, toi, dans cette thématique de la folie? Moi, j'ai essayé de pas considérer les personnages comme fous. C'est-à-dire que ni dans la direction, ni dans l'écriture, ni dans les discussions avec les actrices et tout ça, j'avais cette information-là qui était donnée et je l'intégrais pas. Je voulais absolument comprendre les personnages et pourquoi ils faisaient tout ça. Et après qu'ils aillent tellement loin qu'ils paraissent fous. Mais du coup, j'ai pas l'impression d'avoir essayé de théoriser la folie, quoi. C'est-à-dire que j'ai vraiment... Jacqueline, elle est hyper sincère tout le temps. Donc elle, quand elle le jouait, d'ailleurs, elle se sentait pas inquiétante. Elle était honnête. Elle est très amoureuse de son mari. Elle est très jalouse. Et c'est juste l'intensité de ses émotions qui, cumulées, crée un personnage complètement dingue. De la même manière, Alice, en fait, elle glisse vers la folie, mais en fait, c'est juste quelqu'un qui tombe amoureuse et qui tombe radicalement amoureuse. Et n'importe qui tombe amoureux est un peu fou et fait des trucs un peu fous. Alors là, il y a un côté noir de thriller et puis c'est du cinéma. Mais c'était pas une volonté de traiter la folie. C'était plus une volonté de traiter l'amour fou, quoi. Au début de ton film, très vite au début du film, on comprend que donc justement le personnage de Jacqueline Bisset est un petit peu folle, entre guillemets, puisque on comprend tout de suite que malgré le fait que son mari soit décédé il y a 20 ans, elle se l'imagine encore vivant dans sa maison. Est-ce qu'à un moment donné, vous vous êtes dit, c'est une question comme ça que je pose, est-ce qu'à un moment donné, vous vous êtes pas dit, c'est dommage de vendre la mèche rapidement tout de suite? Est-ce que ce serait pas plus intéressant de jouer sur l'ambiguïté, sur le doute, de mettre le doute dans l'esprit du spectateur? Est-il vraiment mort? Il est peut-être pas mort, etc. Ou c'était pas du tout le sujet, ou vous vouliez arriver à quelque chose d'autre dans le film? Alors c'est vrai que si on voulait créer la surprise, vu que la première scène c'est son enterrement, c'est mal barré. C'est mal barré. Oui, mais non, mais justement, je sais pas, hein, c'était une question parce que moi, franchement, au début, je me suis posé la question, je me suis dit, ça se trouve, ce n'est pas lui qui a été enterré, peut-être qu'il est vraiment vivant, qu'elle le cache dans la maison. On s'imagine plein de choses, ou alors après on se dit, c'est peut-être, après on est dans un film un petit peu, comme je disais, à la frontière du surnaturel. Il y a peut-être véritablement un fantôme qui hante cette maison, etc. Enfin, voilà. Alors la question de l'ambiguïté sur
est-ce qu'il y a un fantôme ou pas, est-ce Ouais. que c'est une vraie présence, est-ce que c'est elle qui rêve, est-ce que ça, elle reste dans le film, à chacun d'en tirer les conclusions qu'il veut, Mhm. et ça a vraiment été mis en place pour que le doute persiste. En revanche, sur le fait qu'il soit mort et qu'elle l'incarne, Mm. en fait, c'est le pitch, c'est le postulat de départ. Moi, j'aime pas trop les films qui prennent 1 heure du film à poser les bases en fait de leur pitch. C'est-à-dire que une fois que t'as dit ça, une fois que t'as dit il y a une dame qui rêve que son mari est encore vivant et l'autre qui va y croire, est-ce que le mari il existe ou pas, qu'est-ce qui va se passer entre eux, c'est ça qui est intéressant. C'est pas de savoir s'il est mort ou pas, quoi. Mm. Donc moi j'avais envie que le plus tôt possible le pitch, quoi, le point de départ soit clair et qu'après on s'éclate sur ce qu'on a mis en place. Euh, Le rapport entre ouais, ces c'est deux ça. femmes. Entre les deux femmes, Ouais. entre cette présence ou non. Est-ce que c'est flippant? Est-ce que c'est cool? Enfin, Le triangle amoureux. Ouais, ouais. mais du coup, le postulat, fallait qu'il soit dit dans les 10 premières minutes Ouais. pour que le film démarre, quoi. Postulat de départ, ouais, bien établi. Alors, il y a une scène, à un moment donné dans ton film, dans une parfumerie. C'est comme une espèce de parenthèse, je trouve, qui est une sorte de rupture de ton avec le reste du film, parce que là, c'est assez drôle. Parce qu'on est donc face à une vendeuse de parfum qui a l'air d'être une abrutie. Est-ce que tu avais envie de dire quelque chose sur les vendeuses chez Sephora, peut-être, je ne sais pas. Est-ce qu'il y avait quelque chose que tu voulais dénoncer là-dessus? Non mais n'empêche, cette scène m'a fait vraiment rire. C'était assez surprenant. C'est assez drôle parce que cette scène elle revient beaucoup, il y a beaucoup de gens qui m'en parlent, alors que c'est vraiment une scène qu'on a tournée, en plus je pense qu'Alice doit s'en rappeler, parce qu'on a vraiment tourné je crois, 30 minutes, quoi. Enfin un truc absurde, parce qu'en fait on avait la parfumerie pas disponible, enfin on a eu du retard, bref. Ouais. C'est un tout petit moment du tournage et elle prend une vraie place. Le film, dans sa version disons longue, avec toutes les scènes, on avait des scènes un peu plus légères, qui étaient tout le temps en extérieur, avec des personnages extérieurs. Avec le petit copain? Oui, entre autres, mais il y avait une scène qui a été coupée, d'ailleurs pour ceux qui voudront, qui verront dans le DVD à l'ISRA, dans les scènes coupées, avec un banquier, qui était assez marrante, où ça parlait des problèmes d'argent du personnage d'Alice. Et en fait, non, j'ai pas voulu dénoncer quoi que ce soit sur les vendeurs de parfums. D'ailleurs, moi, de mon point de vue, je trouve que le personnage qui a l'air le plus fou et le plus bizarre, c'est plus Alice que la vendeuse au final, qui part dans son trip pour acheter le parfum pour le mari mort. Mais par contre, ce que j'aimais bien, c'était d'avoir un petit contrepoint qui permettait en gros de se dire ouais, en fait dans cette maison, parce qu'on est dans la maison, on accepte et on fonctionne avec les personnages, on se rend pas forcément toujours compte d'à quel point ils sont dans leur délire. Et d'avoir un contrepoint extérieur qui te permet de te dire, de prendre un petit peu de recul, juste voilà 1 minute, pour te dire en fait bon, dans le monde réel ils ont vraiment l'air un peu faux-folles, et puis de nous faire rire, en plus ça permet de mettre le spectateur dans une énergie un peu différente. Du coup quand il retourne dans la maison, en théorie il se fait un peu avoir par la scène qui suit. Il y a un petit jeu comme ça d'émotion que je trouve assez rigolo. Après elle n'était pas vouée à être seule, c'est-à-dire qu'il y avait d'autres scènes marrantes. Ouais. Mais bon, à l'arrivée, je trouve ça plôt bien. Je trouve qu'elle arrive à un moment où tu t'y attends pas, et du coup ça. Ouais, tout à fait. Ça fait comme une petite, comme je disais, une petite parenthèse, une petite respiration. Et t'as raison, hein, ça met du coup en perspective, une nouvelle perspective sur la condition mentale du personnage. Eh ben écoute, une dernière question à te poser. Est-ce que tu peux nous parler de tes futurs projets? Est-ce que tu as quelque chose que tu peux nous révéler? Sur quoi tu bosses? Qu'est-ce que tu aimerais faire? Dis-nous tout. Bah là, alors j'ai 3 projets en chantier là, qui se lancent tous plus ou moins, ou qui se terminent. Je suis en train de terminer la post-production d'un court-métrage qui s'appelle Pimpon, un film de pompier, comédie romantique, qui pour le coup là avait, alors c'est un court métrage mais avait plutôt du budget, donc c'était assez chouette à faire. Et là à la rentrée je tourne un clip et un film d'animation en 2D, un court métrage aussi, donc qui sont financés et qui se tournent. Donc je pense que jusqu'à la fin de l'année je vais être pas mal sur ces 2 trucs là. Et sinon, je travaille sur l'écriture de plusieurs longs, dont un là que je suis en train de signer avec la production de Pimpon, justement, un film de monstre. Ah, donc on reste dans le genre.
Ouais. Bon, bah super, il en faut du film de genre en France. Eh ben écoute, merci beaucoup Baptiste pour cette interview et voilà, bah, moi je vous invite tous à aller voir le film Messe Basse qui sort le 4 août au cinéma dans les salles obscures. Foncez. Allez, ciao. Salut. Sortez d'ici. Vous m'aviez pas dit que je méritais une belle histoire d'amour?